Et si connaître comment votre cerveau fonctionnait faisait de vous un meilleur apprenant. Salut et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Education Universe. Moi c'est Valérie Tamou, je suis chercheur indépendant en éducation. Sur cette chaîne, nous couvrons des thèmes tels que la philosophie éducative, la parentalité, les systèmes éducatifs, les pédagogies, l'apprentissage et la créativité. Et aujourd'hui, notre sujet va porter sur l'apprentissage. Et j'aimerais partager avec vous 5 principes très importants à connaître, que tout apprenant devrait connaître, et enseignant d'ailleurs devrait connaître sur le cerveau humain. Et ces 5 principes, d'ailleurs, je vais les partager. Ce sont des principes qui viennent de mon livre, dont je viens de publier récemment. Donc, je vais vous donner l'essentiel de ces 5 principes-là. Vous pourrez entrer en profondeur plus tard en lisant le livre. Mais avant de parler de ces 5 principes, j'aimerais lire ici pour vous une citation de Emily Dickinson, la poète américaine Emily Dickinson, dont j'apprécie beaucoup. Elle dit « Le cerveau est plus vaste que le ciel, car placé côte à côte, l'un contiendra l'autre avec aisance et vous en prime. Le cerveau est plus profond que la mer, car mettez-les face à face, bleu contre bleu, l'un absorbera l'autre comme l'éponge le fait avec le seau. Le cerveau a juste le poids de Dieu, car pesez-les livre pour livre, et ils ne différeront s'ils le font que comme une syllabe diffère du son. » Emily Dickinson. Poème complet d'Emily Dickinson, page 312. Ceci dit, on va entrer maintenant vivement dans le sujet. Les 5 principes ou bien les 5 faits que tout apprenant ou bien tout enseignant devait savoir sur le cerveau humain sont les suivants. Les fonctionnalités des 2 hémisphères du cerveau, le fonctionnement du corps calleux, la neurogénèse, les neurones miroirs et enfin la neuroplasticité. Ces 5 principes, d'ailleurs, qui sont les principes sur lesquels toutes les techniques d'apprentissage qui sont développées dans ces livres, toutes ces techniques sont basées sur ces 5 principes-là. Et c'est pourquoi le livre, mais au-delà de ces principes, les techniques sont aussi basées sur la vie des grands esprits qui ont marqué l'histoire de l'humanité, tels qu'Einstein, Nikola Tesla et bien d'autres. Parlant des hémisphères du cerveau, les travaux du docteur Roger Sperry, le neurobiologiste, ont démontré en fait que le cerveau gauche, souvent appelé aussi cerveau masculin, s'occupe des fonctionnalités telles que le traitement du langage, que ce soit la parole, que ce soit l'écriture ou bien la lecture, la logique et le raisonnement, analyse mathématique et calcul, pensée analytique et séquentielle, planification et organisation, contrôle du côté droit du corps et traitement des détails. Par contre, le cerveau droit, parfois appelé cerveau féminin, lui s'occupe plus des fonctionnalités comme la perception spatiale et l'orientation, créativité et imagination, compréhension globale, la vue d'ensemble. Ça, c'est très important. Il faut bien retenir ça parce que dans les techniques, plus tard, c'est ça très important de mieux comprendre les techniques dont j'ai développé plus tard. Donc, la vue d'ensemble, la compréhension globale, traitement des émotions et l'expression des émotions, reconnaissance des visages, des formes et des motifs, sens musical et artistique, intuition et pensée holistique, contrôle du côté gauche du corps. Et maintenant, pourquoi c'est très important de connaître ces fonctionnalités-là? Parce que ça va en fait conditionner notre façon d'apprendre. Non seulement de conditionner notre façon d'apprendre, mais cela va déjà nous permettre de comprendre quel est l'hémisphère du cerveau, de notre cerveau le plus dominant actuellement. Et grâce à ça, on va pouvoir améliorer l'autre hémisphère du cerveau grâce à des exercices qui sont d'ailleurs dans le livre. Et maintenant, après les 2 hémisphères, on a un petit organe qui s'appelle le corps calleux. Le rôle du corps calleux, justement, c'est de réunir les 2 hémisphères du cerveau. Parce qu'un cerveau efficace, c'est un cerveau qui est à la fois... Parce que si vous regardez les 2 fonctionnalités, les fonctionnalités des différents, on peut résumer en disant qu'il y a un cerveau, un hémisphère qui est logique et l'autre qui ne l'est pas, qui est, disons comme ça, instinctif. Donc, les cerveaux les plus efficaces, et d'ailleurs c'est ce que mes recherches m'ont montré, les plus grands génies de l'histoire de l'humanité avaient ces capacités-là. Que ce soit Leonardo da Vinci, que ce soit... il y avait un mathématicien allemand, Carl Friedrich Gauss, qui justement, d'ailleurs Henri Poincaré fait souvent les éloges, parce qu'il avait cette capacité-là d'avoir une capacité analytique très avancée et en même temps d'être très créatif.
D'ailleurs, Poincaré lui-même, il ne devrait pas dire ça de lui. D'ailleurs, Poincaré lui-même, il avait cette capacité-là. Donc, les cerveaux les plus efficaces, comme je l'ai dit une fois de plus, parce que c'est très important, sont les cerveaux qui ont ces deux fonctionnalités, ceux qui ont les fonctionnalités des deux hémisphères bien développées. Et plus vous utilisez simultanément les deux fonctionnalités, les deux hémisphères, plus le corps calleux est épais et plus il y a des neurones. Et plus il y a des neurones, plus ils communiquent facilement et plus le cerveau est efficace. Donc, ceci dit sur les deux hémisphères du cerveau, maintenant vient la neurogénèse. C'est quoi la neurogénèse? Comme le mot le dit lui-même, on a le mot neurone, neuro et le mot génèse. La neurogénèse, c'est simplement quoi? La naissance ou bien la création des neurones. À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, il y a des petits nerfs qui se créent dans notre cerveau, ça s'appelle des neurones. Et lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, justement, c'est pour ça qu'on appelle, quand il y a une nouvelle création des neurones, on appelle ça la neurogénèse. Après la neurogénèse, il y a encore un autre aspect des neurones, un autre type de neurones qui est très important à comprendre, ce sont les neurones miroirs. Les neurones miroirs, cette fois-ci, ne sont pas des neurones qui naissent lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, mais lorsqu'on est en train d'observer quelqu'un de notre espèce faire une activité. Les animaux, par exemple, ou bien les bébés, apprennent justement en grande partie en observant les adultes faire des choses. Parce qu'à chaque fois qu'ils vous observent faire quelque chose, il y a ces neurones-là qui s'activent dans le cerveau, qui généralement disparaissent après qu'on ait... Si après nous-mêmes, on ne pratique pas l'activité dont on observait, l'autre fait, ces neurones vont disparaître. C'est pour ça qu'on les appelle les neurones miroirs. Je vous donne un exemple de ce que c'est que les neurones miroirs. Chacun d'entre nous, certainement, pour ceux qui sont plus en Afrique et bien dans d'autres pays où on pratique, où certains sports sont plus dominants, mais en Afrique, chez nous, c'est plus le football qui est dominant. Vous avez chacun d'entre nous, certainement, un oncle ou bien un frère comme ça, qui quand il est en train de voir un match de football, il est tellement concentré par le match de football qu'il commence à bouger sur la table comme si lui était sur le terrain. Ce sont des gens qui ont des capacités de concentration, d'attention très élevées. Et à ce moment-là, justement, ce sont les neurones miroirs qui sont dans son cerveau. Il est en train de vivre comme si c'était lui qui était en train d'accomplir sa tâche, comme si c'était lui qui était sur le terrain en train de jouer. Après le concept de neurones miroirs, on a maintenant un autre concept qui, pour moi, est très important, c'est le concept de neuroplasticité. C'est un concept dont je me suis beaucoup attardé sur le livre. Je crois que c'est même le concept qui a pris beaucoup plus de place dans le livre. Je le développe un peu plus en profondeur dans le livre parce que c'est un concept qui, pendant longtemps, le manque de compréhension du concept des neurones, de la neuroplasticité a amené le monde à adopter des théories qui sont souvent farfelues. Comme par exemple, il y a bien longtemps, on se disait que dans l'Antiquité, on pensait que celui qui était le plus intelligent, c'est celui qui avait un plus large cerveau. Avec le temps, ça c'est devenu les gens. On a commencé à dire que l'homme était plus intelligent que la femme. Après ça, c'était les couleurs de peau. Après ça, c'était les ethnies. Après ça, c'était les gènes, etc. Je développe un peu ça plus en profondeur dans le livre. Mais en réalité, ce qui rend une personne intelligente, ce qui rend l'homme intelligent, c'est le phénomène du cerveau qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, en fait, c'est quoi? À chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, notre cerveau fait quoi? Se réorganise complètement. Notre cerveau prend la nouvelle information dont on vient de donner avec l'ancienne information, combine ces nouvelles informations pour créer une nouvelle information. Et ça pousse le cerveau à se réorganiser. Par contre, on s'est longtemps dit que les hommes les plus intelligents, ou bien on les attribuait certaines aptitudes extraordinaires, et en fait, c'était simplement ça. C'est parce que la façon dont on pense, les informations dont on absorbe, servent à designer notre cerveau. Donc, voilà les 5 principes très importants dont tout apprenant devait savoir sur le cerveau humain. Et ces principes-là sont les principes directeurs qui ont guidé toutes les autres techniques dont je développais dans le livre. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez écrire en commentaire s'il y a des principes que vous n'avez pas bien compris. Si vous êtes nombreux, on peut organiser un live pour qu'on entre un peu plus en profondeur sur chaque principe. Donc, ceci dit, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez et restons connectés. À la prochaine.